Épisode: La pierre de Sauron dans votre smartphone. Chapitre 1: La pierre qui voit tout. Un nom vieux de 3000 ans, une pierre qui corrompt celui qui la tient, et une entreprise qui vaut 200 milliards. Demandez-vous pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Il y a une chose que Peter Thiel et Alex Karp ont faite avant de lever un seul dollar, avant d'écrire une seule ligne de code. Ils ont choisi un nom. Ce nom vient d'un roman de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, les Palantirs sont des pierres de vision, des globes de cristal indestructibles qui permettent de voir ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Elles ont été forgées par les elfes. 7 d'entre elles ont été données au roi des hommes. Et Sauron, le Seigneur des Ténèbres, s'en est emparé une à une. Il ne les a pas détruites, il les a utilisées pour diffuser de la propagande, semer le désespoir, montrer à ses ennemis des visions soigneusement choisies. Le professeur Tom Shippey, spécialiste de Tolkien, l'a écrit en 1982. La pierre ne ment pas, mais elle peut tromper en montrant une vérité incomplète. Ce n'est pas le mensonge brut d'Orwell, c'est quelque chose de plus subtil. Et Thiel et Karp, deux philosophes qui ont tous les deux étudié Léo Strauss et l'école de Francfort, savaient exactement ce que ce nom portait. Mettons ça en face d'un autre fait, daté et précis. Nous sommes en 2003. Le Congrès américain vient de couper les fonds d'un programme fédéral appelé Total Information Awareness, piloté par l'amiral John Poindexter. Ce programme visait à croiser toutes les bases de données disponibles sur les citoyens américains, transactions bancaires, relevés médicaux, communications téléphoniques, pour identifier des suspects terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte. Les sénateurs des deux partis ont voté contre. Ils ont utilisé exactement ce mot pour justifier leur vote, orwellien. 6 mois plus tard, Peter Thiel fonde Palantir Technologies. La CIA, via son bras d'investissement In-Q-Tel, injecte 2 millions de dollars de seed money. Le programme que la démocratie américaine avait refusé reprend vie. Mais cette fois, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de débat au Congrès. Il y a une start-up dans une cave de Palo Alto. C'est la première ironie que cet épisode va dérouler. Mais ce n'est pas la plus vertigineuse. La plus vertigineuse, on va y arriver. Elle tient dans le discours d'Alex Karp à CNBC en février 2025. Un homme qui vient de construire l'outil de surveillance le plus puissant jamais remis entre les mains d'un État, qui regarde la caméra et dit, sans ciller, « The West, as a notion and as a principle, is obviously superior ». L'Occident, comme idée et comme principe d'organisation, est évidemment supérieur. La civilisation libre contre la barbarie. Et lui en est le gardien. Voilà la question que cet épisode pose. George Orwell a imaginé Big Brother comme un dictateur qui se sait dictateur. Il n'a pas imaginé Big Brother persuadé d'être Winston Smith. Chapitre 2: Ce que le Congrès avait refusé. Palantir ne naît pas malgré la démocratie. Elle naît à la place de la démocratie, dans l'espace exact que celle-ci a décidé de laisser vide. Pour comprendre ce qu'est Palantir structurellement, il faut comprendre ce qu'elle remplace. En 2002, John Poindexter présente son programme de surveillance totale avec un logo qui représente un œil qui rayonne sur le globe terrestre, un œil providentiel. La ressemblance avec l'œil de Sauron dans les adaptations cinématographiques de Tolkien est tellement frappante que des journalistes s'en amusent à l'époque. Le Congrès dit non. Mais le besoin, lui, n'a pas disparu. Les agences de renseignement américaines nagent dans des données hétérogènes, rapports terrain, fichiers de douane, relevés téléphoniques, bases de données étrangères, et elles n'ont pas les outils pour les croiser efficacement. C'est précisément ce vide que Palantir vient occuper. Ce que Palantir fait n'est pas de la surveillance au sens d'une caméra dans une rue, c'est de la synthèse. Le produit qui s'appelle Gotham, encore un nom tolkienien, la cité des hommes, est conçu pour ingérer des données hétérogènes, les réconcilier, trouver des connexions que personne n'aurait vues à la main. Imaginez une araignée au centre d'une toile. Chaque fil est une base de données différente, relevés de téléphone, historique bancaire, photos de surveillance, registre d'entrée aux frontières, et Gotham est l'araignée qui sent la vibration de chacun d'eux simultanément. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie de données très coûteuse, mais l'effet produit ressemble à de la magie. À partir d'informations que personne n'avait associées, Gotham peut reconstituer une vie. Les documents fournis par Edward Snowden à The Intercept, publiés en 2017, le montrent avec précision. Palantir a aidé la NSA à construire et à accélérer l'utilisation de XKeyscore, l'un des outils de surveillance de masse les plus étendus de l'arsenal américain. Pas seulement en vendant un produit off-the-shelf, en intégrant les
flux de données NSA directement dans la plateforme Palantir pour permettre aux analystes de travailler dessus avec des outils visuels. Palantir fournit le cockpit depuis lequel on pilote la surveillance globale. The Intercept titre en février 2017 « Comment Palantir de Peter Thiel a aidé la NSA à espionner le monde entier ». Qui capte la valeur dans ce schéma? Palantir. À la différence d'une agence gouvernementale, elle n'est soumise à aucune des contraintes légales qui s'imposent à ses clients, avec une agilité contractuelle que le secteur public ne peut pas avoir. Et comme le savoir-faire technique reste du côté du fournisseur, le gouvernement dépend d'elle, pas l'inverse. C'est la logique d'infrastructure. Celui qui contrôle le tuyau contrôle ce qui passe dedans, même si officiellement c'est le client qui décide. Selon les rapports financiers officiels publiés par Palantir, le chiffre d'affaires total de 2025 atteint 4,475 milliards de dollars, croissance de 70% sur le dernier trimestre de l'année. Au premier trimestre 2026, 85% de croissance year on year. À ce rythme, la valorisation boursière flirte avec 200 milliards de dollars. Ce n'est plus une start-up de niche pour agence de renseignement, c'est une infrastructure mondiale. Et cette infrastructure a un biais de conception. Elle optimise la surveillance, pas la liberté. Chapitre 3. Le score de confiance. Dans 1984, la pensée police traquait les intentions. À Washington, en 2026, un algorithme attribue un score de 0 à 100 sur la probabilité que vous soyez chez vous. Et si le score est suffisant, une voiture arrive. Il existe un outil qui s'appelle ELIT, Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement. Le nom complet est déjà un programme. Un agent ICE l'a décrit à des journalistes de State of Surveillance en avril 2026 avec cette formule qu'il voulait probablement rassurante. Kind of like Google Maps for finding people. Un peu comme Google Maps pour trouver des gens. Voilà ce que fait Elite concrètement. Il agrège des données provenant des dossiers Medicaid du département de santé, des relevés fiscaux de l'IRS, des lecteurs de plaques minéralogiques installés dans les villes. À partir de ces flux combinés, il constitue un dossier individuel par personne ciblée. Et il génère un score de confiance pour chaque adresse associée à cette personne. Sur 100 points, quelle est la probabilité que l'individu habite réellement là? Si le score est élevé, l'adresse entre dans une liste d'exportation pour les équipes de terrain. Une carte de chaleur géospatiale signale les zones de forte densité de cibles potentielles. Prenons le temps de traduire ce que ça signifie juridiquement. Un mandat d'arrêt en droit américain exige une cause probable cause fondée sur des éléments de preuve. Un score algorithmique de 67 sur 100 sur une adresse probable n'est pas une cause probable. C'est une inférence statistique produite à partir de données médicales et fiscales. La American Civil Liberties Union l'a écrit noir sur blanc en janvier 2026. Palantir aide ICE à procéder à des arrestations qui ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles du 4e amendement. Et pourtant, les arrestations ont lieu. En avril 2025, ICE signe un contrat de 30 millions de dollars avec Palantir pour construire Immigration OS, le système d'exploitation de l'immigration. Ce n'est pas un outil de gestion de cas, c'est un outil de sélection et d'appréhension, pour reprendre la terminologie du contrat lui-même. Il croise les données de passeport, les numéros de sécurité sociale, les relevés IRS, les données de plaques d'immatriculation, dans un système unifié opérationnel. Maintenant, ouvrons la page 6 de 1984, la section sur la pensée police. Orwell décrit un appareil qui surveille les expressions faciales, les tics nerveux, les murmures dans le sommeil. L'objectif n'est pas de punir un crime commis, c'est d'identifier une pensée criminelle avant qu'elle ne devienne acte. Le thought crime n'est pas un délit d'intention, c'est un délit de probabilité. Et Orwell avait compris que la probabilité est plus dangereuse que la preuve, parce qu'elle est irréfutable. Comment prouver que vous n'êtes pas un risque? Le score de confiance de Elite opère exactement dans cette logique. Ce n'est pas cette personne a commis une infraction, c'est, selon notre modèle, cette personne présente une probabilité suffisante d'être ici pour justifier une opération. La présomption d'innocence ne s'applique pas à un modèle probabiliste, et le modèle ne peut pas témoigner à la barre. Mais Elite n'est qu'un point d'entrée dans quelque chose de beaucoup plus grand. Maven Smart System, le contrat militaire de Palantir avec le Pentagone, utilise Claude AI pour consolider le cycle complet du ciblage militaire. Détection satellite, identification de cibles, priorisation, assignation de frappe. Dans un seul tableau de bord. Selon Defense Scoop, ce système a réduit le personnel nécessaire à ces opérations de 2000 analystes à 20 opérateurs. Le contrat est passé de 480 millions de dollars en mai 2024 à un plafond de 1,3 milliard en mai 2025. Louis Mosley, directeur de Palantir pour le Royaume-Uni, interrogé sur la responsabilité des frappes létales générées par le système, répond « C'est la responsabilité des clients militaires, pas la nôtre. George Orwell n'avait pas prévu ça. Il avait prévu le bourreau qui sait qu'il est bourreau. Il n'avait pas prévu le fournisseur de logiciels qui se déclare exonéré de toute responsabilité par ses conditions générales d'utilisation. » Chapitre 4. Les gardiens de l'Occident. Il y a une rhétorique plus efficace
efficace que la peur pour faire accepter la surveillance. C'est la vertu. En 2025, Alex Karp publie un livre qui s'appelle The Technological Republic. Il est philosophe de formation, titulaire d'un doctorat en théorie sociale de l'Université de Francfort, ville de l'école critique, qui a passé des décennies à analyser les mécanismes par lesquels le pouvoir se légitime. Et son livre argumente que les démocraties occidentales ont besoin d'une élite technique courageuse pour survivre à leurs ennemis. Il cite la décadence des universités, l'infiltration de ce qu'il appelle une religion païenne qui considère tout ce qui a fonctionné en Amérique comme ipso facto mauvais. Time Magazine, en 2025, le décrit comme l'incarnation d'un nouveau type de milliardaire de la Silicon Valley, un techno-nationaliste assumé qui évangélise la puissance occidentale. Voilà le mécanisme rhétorique qu'Orwell décrit dans 1984 sous le nom de doublethink, la double pensée. Tenir simultanément deux croyances contradictoires et les accepter toutes les deux. La surveillance est mauvaise quand elle sert la tyrannie, la même surveillance est vertueuse quand elle sert la liberté. Et comme c'est Karp qui définit la liberté, la conclusion s'écrit elle-même. Mais regardons Peter Thiel, le moins bavard des deux. En 2009, dans un texte publié dans le Cato Unbound, Thiel écrit une phrase qui mériterait d'être placardée dans tous les cours de philosophie politique. « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Thiel pense que le suffrage universel, notamment celui des femmes, il le dit explicitement, a rendu le capitalisme libertarien impossible à défendre démocratiquement. Sa solution implicite est une gouvernance technique par des élites compétentes soustraites au vote populaire. 10 ans après avoir écrit ça, il tient dans ses mains l'outil de surveillance que le vote populaire américain avait précisément refusé de financer. L'ironie n'est pas accidentelle. Pour un dirigeant d'entreprise qui réfléchit à sa posture face à Palantir, faut-il intégrer Foundry ou AIP dans son organisation? Voilà la question structurelle que Karp et Thiel pose implicitement. Qui contrôle la donnée qui vous concerne? En 2026, Palantir déclarait publiquement des contrats actifs avec plus de 30 gouvernements et des centaines d'entreprises commerciales. Selon ses rapports trimestriels, la croissance commerciale américaine atteint 121% au troisième trimestre 2025. Les hôpitaux, les banques, les fabricants industriels, tous intègrent Foundry. Et Foundry, par construction, donne à Palantir une visibilité sur les opérations de ses clients que les clients eux-mêmes n'ont peut-être pas envie qu'un tiers possède. En 2019, 235 employés de Palantir signent une pétition interne contre les contrats ICE. 13 anciens salariés publient une lettre ouverte. Alex Karp répond qu'il comprend leur détresse. Et il continue. C'est précisément la logique de ce que Orwell appelle le black-white, la capacité à croire sincèrement, au moment où on en a besoin, que noir signifie blanc et blanc signifie noir. Karp ne ment pas quand il dit défendre la liberté. Il croit probablement chaque mot, ce qui ne change rien à ce que le système fait réellement. Chapitre 5. La grille de lecture. Le problème n'est pas Palantir. Le problème, c'est qui détient la pierre et ce que ça fait à celui qui la regarde. Tolkien avait une intuition précise sur les Palantir que les analystes de son œuvre ont mis du temps à formuler clairement. La pierre ne corrompt pas parce qu'elle est mauvaise. Elle corrompt parce qu'elle montre trop. Celui qui la regarde voit vrai, mais il voit sans contexte, sans temps, sans la friction qui structure la compréhension humaine. Denethor, dans Le Retour du Roi, regarde sa pierre jusqu'à la folie, pas parce que Sauron lui envoie des mensonges, mais parce que les vérités partielles qu'il reçoit lui donnent une certitude qu'aucun être humain ne devrait avoir. Il sait, donc il décide seul, donc il s'isole de tout conseil, donc il se trompe catastrophiquement. C'est le modèle exact de ce que produit Maven quand il réduit 2000 analystes à 20 opérateurs. Ce n'est pas la même chose de conclure après une heure de délibération collective que de valider une liste de cibles produite par un algorithme en 3 minutes. La vitesse n'est pas neutre. Elle exclut le doute, la contre-expertise, la question que personne n'a pensé à poser. Voici ce que cet épisode vous laisse en main pour lire ce qui vient. La donnée n'est pas une ressource naturelle passive. Elle est active, orientée, structurée par celui qui la collecte et la modélise. Quand une organisation intègre Foundry ou AIP, elle gagne une capacité analytique réelle, et elle donne à Palantir une vue sur son fonctionnement interne qu'aucun audit externe n'aura jamais. La question n'est pas « est-ce que ce logiciel est efficace ?» La question est « qui contrôle ce que je sais sur moi-même ?» La règle de dépendance dans les infrastructures est simple. Celui qui a le moins d'alternatives paie le prix fort, pas nécessairement en argent. En 2026, le Pentagone américain a désigné Maven comme programme de record. Il ne peut plus s'en passer.
Ce lock-in stratégique n'arrive jamais brutalement. Il s'installe à chaque intégration supplémentaire, chaque nouveau flux de données connectées, jusqu'au moment où le coût de sortie est devenu impossible à assumer. Et la question qu'Orwell aurait posée en dernier, parce que c'est la plus difficile. Dans 1984, la pensée police n'agit pas dans les espaces que les gens surveillent. Elle agit dans ceux qu'ils ont abandonnés parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait rien à surveiller là. Les dossiers Medicaid ne semblent pas sensibles à quelqu'un qui raisonne en termes de « j'ai rien à cacher ». Ils deviennent une arme quand quelqu'un décide que la catégorie de personnes à laquelle vous appartenez constitue un risque. La vraie leçon de Palantir n'est pas une leçon sur la surveillance, c'est une leçon sur la délégation. À chaque fois qu'une société confie à un acteur privé une capacité que ses institutions démocratiques avaient jugée trop dangereuse d'exercer elles-mêmes, le risque ne disparaît pas. Il se déplace, moins visible, moins auditable, moins contestable. George Orwell a écrit 1984 en 1948, tuberculeux, sur une île écossaise sans chauffage, dans une maison qui tombait en ruine. Il est mort 6 mois après la publication. Il n'a pas vu Internet. La CIA finançant une start-up dans une cave de Palo Alto avec 2 millions de dollars de seed money pour reconstruire le programme que le Congrès venait de rejeter, ça, il ne pouvait pas le voir. Encore moins qu'un algorithme pourrait attribuer un score de probabilité sur votre adresse pour décider si une voiture doit venir frapper à votre porte. Mais il avait vu quelque chose de plus fondamental. Il avait vu comment une idée de justice peut devenir le langage le plus efficace pour habiller une machine à contrôler. Et il avait compris que le danger n'est pas dans la brutalité. Le danger est dans la sincérité de ceux qui tiennent la pierre. Vous écoutiez La pierre de Sauron dans votre smartphone. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui pense que la surveillance, c'est le problème des autres.